Bonjour, merci d'être venu ce matin pour la session sur les solutions e-santé. On va démarrer tout de suite avec Anne-Aurélie Épi de Florian et moi-même Florence Solé du SNITEM. Bonjour à tous. Donc, le SNITEM, en quelques mots, c'est une organisation professionnelle qui représente les industriels du secteur des technologies médicales. Donc, à ce jour, la présentation n'est plus à jour. Il y a plus de 390 adhérents au SNITEM dans des secteurs assez variés, donc qui peuvent être des aides techniques, de l'équipement, des logiciels, de plus en plus de la e-santé. Et c'est un marché, les dispositifs médicaux, qui représente aujourd'hui en France un peu plus de 20 milliards d'euros. En termes de secteur d'activité, le dispositif médical, c'est un monde qui est très varié. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on a effectivement de l'équipement, on a du pansement, on peut avoir de l'orthèse, des produits implantables et de plus en plus de solutions de e-santé. Donc vous pouvez voir des applications mobiles ou des objets connectés à un smartphone. Le secteur du dispositif médical, il a beaucoup évolué au cours des dernières années. On avait historiquement toujours eu des équipements dans le secteur du DM. Et de plus en plus, on a eu des équipements qui embarquaient des logiciels médicaux, puis des logiciels autonomes et aujourd'hui des applications mobiles qui ont en elles-mêmes le statut de dispositif médical. Donc toute cette révolution numérique est en train de bouleverser notre secteur d'activité et la réglementation qui va avec. Donc le dispositif médical, pour poser les choses d'un point de vue réglementaire, il faut se raccrocher à la définition qui est donnée par la directive 93/42 qui nous explique, alors un peu plus clairement, je vous ai prévu une slide en résumé, qu'un dispositif médical, ça peut être tout produit, qu'il soit matériel ou immatériel, qui est utilisé chez l'homme pour un bénéfice individuel. Donc une application mobile à des fins épidémiologiques, par exemple, n'est pas un dispositif médical, il faut vraiment un bénéfice individuel chez un patient donné, à des fins diagnostiques, thérapeutiques, pour la compensation d'un handicap ou la maîtrise de la conception. Et le mécanisme d'action d'un dispositif médical doit être mécanique, donc c'est-à-dire qu'il ne doit être ni pharmacologique, ni immunologique, ni métabolique. Quand on se place dans le cas d'un logiciel ou d'une application mobile, en plus de ces éléments-là, il faudra que le logiciel ait une fonction, on dit experte, donc c'est-à-dire que ce logiciel doit opérer une action sur des données d'entrée pour créer une information nouvelle et produire une intelligence, une information médicale. Donc un logiciel qui ferait simplement du stockage, de l'archivage, de la compression sans perte, de la communication ou une simple recherche parmi des normes de référence ne serait pas un dispositif médical. Donc si vous avez des questions, vous voulez savoir si les solutions que vous développez sont des dispositifs médicaux, il y a quelques questions simples à se poser. Donc première d'entre elles, est-ce que mon produit est vraiment un dispositif médical ? C'est une question fondamentale puisque la réponse va impacter tout le processus de développement de la solution. Si on a un dispositif médical, il y a une réglementation à suivre, il y a des normes à utiliser, notamment pour le développement logiciel, et donc il vaut mieux le savoir le plus tôt possible dans le développement d'un produit. Donc pour qualifier une solution, ce qui va compter, c'est la nature du produit en premier lieu et sa finalité d'utilisation. Est-ce que la finalité, elle est vraiment médicale ou est-ce que c'est une finalité bien-être, sportive ou autre ? Et ce qui va être primordial, c'est ce que vous revendiquez en tant que fabricant. Donc vous pouvez avoir un produit qui va avoir diverses finalités, qui peut être aussi bien utilisé dans le cadre médical ou dans le cadre sportif par exemple. Ce qui va être important, c'est ce que vous, en tant que fabricant, vous avez choisi de revendiquer sur votre produit. Si vous ne choisissez de revendiquer qu'une application sportive pour votre dispositif, ce ne sera pas un dispositif médical. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ce qui va compter pour prouver quelles sont les revendications du fabricant, c'est évidemment la notice d'utilisation qui va être fournie avec le produit, l'étiquetage qu'on va trouver sur le produit. Ça va être le dossier technique, donc le dossier de conception, et également les brochures commerciales que vous allez fournir avec votre produit. Si dans ces brochures, il y a des allégations médicales, alors on va estimer que vous avez une revendication médicale et que vous devez répondre à la réglementation sur le dispositif médical. Donc prenons quelques exemples sur des objets connectés que l'on connaît bien, que l'on voit fréquemment. On va avoir des équipements utilisés dans le cadre du bien-être ou du sport.
Donc on a par exemple le cardiofréquence-mètre utilisé par les sportifs dans leur entraînement. On peut avoir des balances connectées, des montres. Tous ces objets-là, ils ont une finalité qui est récréative, donc ne sont pas des dispositifs médicaux. En revanche, si je prends des objets connectés comme un tensiomètre ou un glucomètre, qui vont se connecter à un smartphone, qui vont beaucoup ressembler physiquement à ceux qu'on a vus juste en haut, ceux-là, ils ont une finalité médicale, donc ils vont répondre à la réglementation du dispositif médical. Si on prend un exemple un petit peu plus complexe, sur des applications mobiles, là strictement, on a 2 applications mobiles pour la gestion du diabète. Il est très difficile de voir la différence entre les deux. Pourtant, il y en a une qui a pour objectif la titration en temps réel de l'insuline. Donc là, on a une vraie finalité médicale, donc c'est un dispositif médical. Et on en a une autre qui a pour objectif le suivi de la glycémie et qui va donc comparer les résultats du patient par rapport à une ABAC et dire au patient si son taux de glycémie est normal ou pas. Donc là, c'est une recherche simple. Il n'y a pas d'algorithmie avec une fonction experte, donc on ne sera pas dans le cadre d'un dispositif médical. Donc les critères pour la qualification du logiciel, c'est avant toute chose la définition du dispositif médical et la finalité médicale qui est vraiment primordiale. Pour le logiciel, il faut vraiment retenir l'action que le logiciel va opérer sur des données. Donc il faut absolument que le logiciel, pour répondre à la définition du DM, ait une fonction experte. Donc il faut qu'il produise un calcul complexe qui soit propre à un patient, ou bien qu'il commande un autre dispositif médical à distance. À ce moment-là, il répondra aussi à la définition du DM. Il peut répondre à la définition du DM parce qu'il va altérer ou modifier une information issue d'un dispositif médical. Donc l'altérer ou la modifier, évidemment, pour produire une nouvelle information utile. Ou alors parce qu'il va générer en temps réel des alertes qui vont produire une action médicale. Donc là, on sera vraiment dans la définition du logiciel dispositif médical. Donc prenons encore un exemple de logiciel en mammographie. On va avoir un logiciel qui analyse un cliché mammographique pour détecter une tumeur et indiquer au praticien une zone d'intérêt. Donc là, on a une finalité qui est diagnostique, donc c'est un dispositif médical. Par contre, si je prends un logiciel qui va transférer ou stocker un cliché mammographique sous format numérique, là, on n'a pas de finalité médicale, on a vraiment une finalité de gestion documentaire, donc ça ne sera pas un dispositif médical. Donc il est vraiment important de retenir que ce n'est pas parce qu'on utilise un logiciel dans un contexte médical que celui-ci est pour autant un dispositif médical. Donc il y a un grand nombre de produits qui ont un intérêt évident. Transférer et archiver un cliché mammographique, c'est extrêmement important pour le patient. Néanmoins, malgré la qualité de ce logiciel, malgré son intérêt, ça n'est pas pour autant un dispositif médical. On va avoir des systèmes un peu plus complexes où on va avoir au sein du même système des applications avec des statuts différents. Donc, au sein d'un système d'information hospitalier, par exemple, on va avoir des modules qui vont avoir des finalités de gestion administrative sur des données médicales, de gestion du dossier patient, qui ne vont pas être des dispositifs médicaux. Par contre, on pourra avoir au sein de ce même système d'information hospitalier certains modules qui vont intégrer des outils d'aide à la décision. Donc on va avoir par exemple tous les logiciels PACS en imagerie qui, eux, sont des dispositifs médicaux. Donc là, au sein d'un même système, on va avoir des modules DM et des modules qui ne sont pas DM. Dans le cadre de la télémédecine, c'est pareil. On va avoir des applications pour la simple communication, donc qui ne vont pas être des dispositifs médicaux. On va avoir des applications qui vont servir à piloter des DM à distance. Et donc là, comme on l'a déjà vu, ce sera des dispositifs médicaux. Et on va avoir des applications pour l'analyse des données qui vont générer en temps réel des alertes, qui vont induire une action médicale par rapport à un patient. Donc là, ce sera aussi du DM. Donc au sein d'un même système, on peut avoir des modules DM, des modules non DM. Il faut bien retenir, donc, avec tout ce qu'on a vu, que pour qualifier votre produit, votre solution de e-santé, il faut uniquement se référer à la finalité médicale que vous avez revendiquée et pas à l'utilisation qui en est faite. Donc si un centre hospitalier, un praticien décide de détourner l'utilisation d'un produit pour en faire autre chose et l'utiliser à des fins médicales, le fabricant n'est pas responsable et ne doit pas changer pour autant sa qualification.
Le fait d'utiliser un produit dans un système hospitalier ne fait pas pour autant du produit un dispositif médical. Le fait que le risque associé à l'utilisation soit très important n'est pas non plus un critère de qualification. Et le fait de générer ou d'utiliser des données de santé n'est pas non plus un critère de qualification. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont fréquemment commises. Pourtant, ça ne rentre pas en compte dans la qualification. Seule la finalité médicale qui est revendiquée par le fabricant va compter pour qualifier une solution de dispositif médical. Donc un dernier exemple avec des capteurs de mouvement. On va avoir sur la photo du dessus un capteur qui a pour objectif le diagnostic de la maladie de Parkinson ou la mesure de l'efficacité du traitement lorsqu'il est initié. Donc là, on a très clairement une finalité médicale, donc c'est un dispositif médical. Si je prends la montre en dessous, son objectif il est strictement récréatif, donc ça n'est pas un dispositif médical. Par contre, sur cette même montre, si on a une application mobile qui utilise l'accéléromètre de la montre pour proposer un diagnostic de la maladie de Parkinson, l'application mobile aura le statut de dispositif médical, sans pour autant que la montre elle-même soit un dispositif médical. Donc on peut avoir des situations un petit peu panachées en termes de qualification. Donc il faut vraiment, je le répète, fixer les revendications dès le départ du projet pour s'assurer de la qualification et vérifier si vous répondez ou pas à la réglementation DM. Donc si vous estimez que votre produit est bien un dispositif médical, il va falloir respecter le cadre réglementaire applicable. Donc pour ça, on a plusieurs directives sur les dispositifs médicaux. Donc vous avez les références en dessous. Donc une pour les dispositifs médicaux, une pour les dispositifs médicaux implantables actifs et une pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc ces directives, elles ont été bâties dans les années 90, plutôt pour des DM matériels, et on les applique aujourd'hui à des DM immatériels. Ce qui peut parfois poser quelques problèmes dans l'application, mais heureusement, on a quelques guidelines qui vont aider les fabricants, on les verra juste après. Ce qui est important de savoir, c'est que ces directives, elles sont en train d'évoluer, donc la réglementation va changer, et va passer à un règlement unique au niveau européen sur les dispositifs médicaux. Donc pour aider les fabricants et les porteurs de projets, on a des guidelines qui vont être extrêmement utiles. Donc il y a un guideline qui est dédié aux logiciels autonomes dispositifs médicaux pour aider les fabricants à qualifier le produit. Donc avec des exemples très concrets, des arbres de décision qui permettent de déterminer si le produit que l'on développe est un dispositif médical ou pas. On a également des guides comme le manuel Borderline qui vont être très utiles parce que là encore, ils donnent des exemples sur des produits pour lesquels il est parfois un peu difficile de statuer. Est-ce que c'est un dispositif médical? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un complément alimentaire? Parfois, il y a des situations qui sont très complexes. Et donc, dans ce genre de guide, on explique, sur la base d'exemples concrets, comment appréhender la réglementation. Lorsqu'on développe un logiciel et qu'on ait un dispositif médical, il y a également des normes à suivre qui sont extrêmement importantes. Donc la principale, c'est la norme 62304, qui est une norme internationale sur le cycle de vie des logiciels médicaux. Donc cette norme, elle va vraiment donner les grands principes de développement, de validation et de vérification des logiciels, et elle est extrêmement utile. Une autre norme qui va être très utilisée pour les logiciels médicaux, c'est la norme 62306 sur l'aptitude à l'utilisation et qui embarque dans son sein tous les aspects ergonomiques et donc qui permet de valider les interfaces utilisateurs, notamment des logiciels. Donc je vous le disais, la réglementation elle a été bâtie dans les années 90, donc on a quelques limites aujourd'hui puisque notamment le cas de l'application mobile n'avait absolument pas été anticipé. Donc cette réglementation elle est en train d'évoluer, elle va prendre en compte les évolutions technologiques et tous les aspects de sécurité numérique notamment, d'interopérabilité, seront intégrés dans la prochaine réglementation. Et donc il faudra suivre de très près dès que les textes seront disponibles, on espère, dès le mois prochain. Donc, je vais maintenant céder la parole à Anne-Aurélie pour tous les aspects liés à la prise en charge. Bonjour à tous. Donc, je vais, moi, vous parler de la partie prise en charge des dispositifs médicaux, c'est-à-dire, en gros, comment accéder à un remboursement par la sécurité sociale des dispositifs médicaux. Donc, évidemment, ça se résume au champ de ce qui est dispositif médical, comme Florence vous l'a décrit auparavant.
Je vais présenter les choses en 2 étapes. D'abord, l'accès au marché des dispositifs médicaux tels qu'ils se présentent aujourd'hui, et ensuite un focus sur les aspects plus justement e-santé, objets connectés, qui est quelque chose qui n'est pas très bien défini aujourd'hui et qui donc du coup pose peut-être plus de questions qu'il n'y répond. Donc la question qu'on se pose une fois qu'on a développé son dispositif médical et qu'on a obtenu la qualification correspondante, c'est comment peut-on le faire rembourser ? Donc la première étape, c'est donc d'avoir obtenu le marquage CE, qui est un prérequis pour la commercialisation, mais ce n'est pas toujours suffisant pour une prise en charge par l'assurance maladie. En France, le remboursement est le fruit d'un parcours assez complexe et il faut anticiper l'ensemble des exigences et connaître tous les points sur lesquels il faut réfléchir à l'avance. En fait, Florence vous a dit qu'il fallait réfléchir à l'avance si vous développiez un dispositif médical ou non, mais il faut aussi réfléchir à l'avance sur le fait de vouloir ou non rentrer dans le marché remboursable. Parce que l'ensemble des données que vous allez devoir collecter pour votre dispositif médical, elles peuvent être pertinentes pour obtenir le marquage CE et le qualifier en tant que dispositif médical, mais en revanche, elles peuvent ne pas être suffisantes pour que les autorités françaises estiment qu'il est pertinent de rembourser le produit. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à tout ça bien à l'avance et savoir que le marquage CE, c'est qu'une première étape et que l'accès au remboursement peut prendre un temps assez variable en fonction du produit et ça peut être de 0 à 5 ans, parfois plus en fonction du parcours et de l'originalité probablement du produit si son parcours n'est pas déjà existant. Donc le système du remboursement des dispositifs médicaux en France, il est fonction d'un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est le lieu de distribution. Le remboursement des dispositifs médicaux en ville n'est pas identique à celui des dispositifs médicaux à l'hôpital. De la même façon, l'usage du dispositif médical, selon qu'il est individuel ou que c'est un équipement ou qu'il est lié à l'acte que fait le médecin, et enfin, du mode de prise en charge et de la catégorie du dispositif médical. Comme vous l'avez vu au départ, il y a un nombre de produits qui est extrêmement important. On va de la béquille en passant par le pacemaker. Enfin, il y a énormément de produits très différents. Et évidemment, le mode de prise en charge va s'adapter au type de produit. Les délais sont très variables suivant les procédures. Lorsqu'il s'agit d'un DM individuel, la procédure est encadrée de façon réglementaire et a un délai qui est prévu par la loi. Mais il y a certains délais qui ne sont pas encadrés, notamment lorsque la vente... Le remboursement du produit est lié à l'acte, les délais sont très peu encadrés et ça peut prendre un certain nombre d'années. Par ailleurs, les évaluations qui sont demandées par les autorités sont différentes également selon le type de produit. Et aujourd'hui, pour terminer, il n'y a aucun processus qui est spécifiquement déterminé pour les DM qui relèvent de la e-santé, que ce soit des applis mobiles, des logiciels, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à inventer et qui sont à travailler pour réussir à obtenir ce remboursement. Donc au niveau des différences, on va commencer par la différence ville et hôpital. Donc lorsqu'on est en ville et que le dispositif médical est à usage individuel, pour prendre l'exemple un pansement, voilà, qui va être donné au patient, il doit être inscrit sur la liste des prestations et produits remboursables qu'on appelle la LPP ou la LPPR. En revanche, lorsque le dispositif médical est lié à l'acte, typiquement lorsque une infirmière doit utiliser une seringue, celle-ci, elle est inclue dans son acte et le prix du dispositif médical est compris dans l'acte. Donc, pour obtenir le remboursement du dispositif médical, il faut obtenir le remboursement de l'acte qui sera inscrit à la classification commune des actes médicaux ou CCAM et c'est un processus complètement différent de celui de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables. À l'hôpital, le cadre général de remboursement des dispositifs médicaux est celui du financement dans le cadre des prestations d'hospitalisation. C'est-à-dire que tous les dispositifs médicaux tout venant qu'utilise un patient sont compris dans un tarif qui est donné à l'hôpital moyenné pour un séjour. En gros, quand vous faites hospitaliser pour une intervention, il va y avoir des centaines de dispositifs médicaux qui vont être utilisés. Des compresses, des scalpels, des équipements, des matériels médicaux, un IRM, un scanner, enfin toute une pléthore de dispositifs médicaux et l'ensemble d'entre eux est compris dans ce tarif qui est donné à l'hôpital pour l'hospitalisation d'un patient donné. Il y a quelques exceptions qui bénéficient d'un statut dérogatoire qui sont financées à l'euro sur une liste qu'on appelle la liste en sus. Et ces produits sont alors inscrits à la liste des produits et prestations remboursables et répondent aux mêmes exigences que les DM en ville qu'on a vu à usage individuel pour leur évaluation et leur mise sur le marché. C'est un mode de financement qui est dérogatoire et qui n'est effectivement pas le plus commun. Donc, pour que le produit soit éligible, il y a encore un niveau supérieur d'exigence. Alors,
Pour rentrer plus dans le détail, lorsqu'on est en ville et qu'on parle d'une inscription à la LPP, il y a 2 types d'inscriptions qui existent. Alors, c'est vrai que l'inscription d'un dispositif médical, c'est quelque chose de très compliqué, notamment parce qu'il y a beaucoup de dispositifs médicaux et beaucoup de types d'accès au marché différents. La première grande différenciation, c'est le nom de marque ou la description générique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un dispositif médical, il peut être unique et ne pas exister est une vraie innovation. On peut prendre par exemple le cœur artificiel, ce sera un dispositif unique, personne ne l'a déjà créé, il est seul sur son marché et donc il sera inscrit en nom de marque. Il nécessitera des données cliniques plus importantes. L'autre option d'inscription, c'est la description générique. En revanche, par exemple, si vous voulez commercialiser un pansement même complexe, hydrocellulaire, hydrocolloïde, dont le principe existe déjà sur le marché, il existe ce qu'on appelle des descriptions génériques, qui sont un ensemble de spécifications techniques auxquelles doit répondre votre produit. Et dans ce cas précis, il suffit alors de répondre aux exigences. Il n'y a pas de dossier à déposer. Si votre produit ne rentre pas dans une description générique, il faudra, et que vous souhaitez le faire inscrire donc en nom de marque puisqu'il est unique et n'a pas encore été remboursé, il faudra déposer un dossier de demande d'inscription auprès de 2 autorités, que sont la Haute Autorité de Santé via sa commission spécifique d'évaluation des dispositifs médicaux, des technologies médicales, la CNEDIMS, mais également un dossier au Comité économique des produits de santé, qui sera le volet plus économique du dossier, et la demande du tarif en la justifiant que vous souhaitez obtenir pour le remboursement à la sécurité sociale. L'ensemble de ce processus d'évaluation, qui sera une évaluation technique et clinique au sein de la CNEDIMS et économique au sein du comité économique, se terminera par une décision de la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale qui estimera ou non, selon les informations que lui ont données les 2 comités, qu'il est opportun d'inscrire. L'autre volet de l'inscription du dispositif médical en ville est l'inscription liée à un acte. Donc la chose est très différente parce que le dossier de demande d'inscription qui est envoyé n'est pas à l'initiative du fabricant du dispositif médical. C'est une société savante qui représente les professionnels qui sont supposés utiliser ce dispositif médical qui va déposer la demande de création d'acte pour sa profession. Ensuite, de la même façon, le dossier est évalué à la Haute Autorité de Santé, mais le processus est différent. Il n'y a pas ensuite d'intervention du comité économique, c'est l'UNCAM, donc toutes les caisses d'assurance maladie, qui vont hiérarchiser puis tarifer l'acte avec des professionnels de santé. La ministre peut néanmoins s'opposer à la tarification. En général, c'est plutôt une non-opposition, le cadre étant celui-ci. Donc à l'hôpital, comme on l'a dit, c'est le cadre général, il suffit du marquage CE et ce sont ensuite les établissements hospitaliers qui vont décider de ce qu'ils souhaitent ou non acheter selon des processus internes aux établissements. Mais il est néanmoins nécessaire d'avoir le marquage CE. Et concernant la liste en sus, de la même façon que l'usage individuel en ville, il y a le dossier de demande d'inscription, le passage à la Haute Autorité de Santé pour les aspects cliniques, médico-techniques et le passage au Comité économique des produits de santé pour les aspects tarifaires. De la même façon, c'est une décision de la ministre qui conclut le dossier. Donc, il existe je vous ai déjà décrit les types d'inscription qui sont la ligne générique et le nom de marque. Il existe toutefois un dernier type d'inscription qui est la description générique renforcée. Elle est nouvelle et n'a pas encore été utilisée, donc il n'y a pas encore d'exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on inscrit un produit dans une description générique, je vous parlais de ces pansements tout à l'heure, imaginons il y a une 50aine de fabricants qui mettent sur le marché un pansement hydrocolloïde avec les caractéristiques similaires qui sont décrites dans la liste des produits et prestations. Il n'existe aujourd'hui pas de codage spécifique. Le code qui correspond à l'ensemble de ces pansements et il suffit au fabricant d'apposer le code sur son produit pour qu'il soit remboursé sous cette description générique. La description générique renforcée présente la même nécessité de répondre à un cahier des charges et à des spécifications techniques, mais toutefois chaque produit devra disposer d'un code et pour cela chaque fabricant devra produire un certificat de conformité à ces spécifications techniques aux autorités. Et ainsi, chaque pansement, la 50aine de fabricants pris dans mon exemple, disposera d'un code spécifique qui permettra ensuite de tracer les produits dans les systèmes de l'assurance maladie.
Dans le cas donc d'une description générique, il y a une auto-inscription. Pas de description générique, donc la demande d'inscription comme je viens de vous le dire. Alors, la CNEDIMS, qui est la commission spécialisée de la haute autorité, va se prononcer sur un service attendu et sur une amélioration du service attendu lors de l'inscription. Ce sont des éléments fondamentaux pour le remboursement, puisque si le service attendu est considéré insuffisant par la CNEDIMS, la ministre ne prendra pas de décision de remboursement. En ce qui concerne l'amélioration du service attendu, c'est un élément qui permet un positionnement des produits les uns par rapport aux autres et qui ensuite donne des éléments au comité économique pour tarifer les produits les uns par rapport aux autres. Donc c'est un élément aussi qui est très important et c'est une revendication du fabricant, c'est quelque chose qui doit être anticipé. Soit le produit est estimé apporter quelque chose de réellement supérieur à ce qui existe sur le marché et la revendication du fabricant pourra être celle d'une amélioration importante du service attendu, soit vous estimez que le produit ne fait que compléter le marché, apporter des éléments de différenciation mais pas réellement apporter une rupture, et auquel cas la revendication sera celle d'une amélioration mineure ou d'aucune amélioration, mais juste de l'offre d'une nouvelle offre sur le marché. Une fois que la CNEDIMS s'est prononcée, le comité économique va négocier le prix avec le fabricant. Le ministre décide de l'inscription une fois le prix négocié. L'ensemble des éléments réglementaires doivent être décidés en 180 jours. En réalité, aujourd'hui, les délais sont largement dépassés. On est quasiment à plus du double des 180 jours pour la tarification d'un produit. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de questions à se poser quand on veut accéder au remboursement pour un dispositif médical. La première des questions, c'est est-ce que mon dispositif médical il est éligible à la LPPR? Et pour cela, est-il d'usage individuel et dans quel lieu de distribution est-ce que j'envisage de le dispenser? Parce que, pour reprendre l'exemple de mon pansement hydrocolloïde tout à l'heure, ce pansement, s'il est distribué en ville, il sera éligible à la LPPR et sera inscrit sous une description générique ou en nom de marque si c'est un pansement particulièrement innovant qui change des choses. Mais s'il est distribué à l'hôpital, il sera pris en compte dans les tarifs dans les GHS et donc il n'aura pas d'inscription à la LPPR et il lui suffira d'avoir le marquage CE pour pouvoir être acheté par les établissements de santé. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est j'ai un produit, est-ce qu'il existe déjà une description générique, c'est-à-dire est-ce qu'il existe tout un ensemble de caractéristiques techniques auxquelles répond déjà mon produit et mon produit est-il conforme à ces descriptions techniques? Et si c'est le cas, il suffira là aussi de déclarer à la NSM qu'on répond à ces critères et on peut commercialiser son produit sous le code sans plus de démarches administratives. Enfin, la dernière question, c'est existe-t-il des données cliniques, voire médico-économiques, pour prétendre à une inscription en nom de marque? Parce que la Haute Autorité de Santé et sa commission spécifique ont des exigences assez avancées en matière de méthodologie d'études cliniques. Et l'ensemble de ces éléments sont résumés dans un guide qui est disponible sur le site de la HAS. Il faut vraiment, et c'est ce que je disais, anticiper dès le début du développement du produit le type de données cliniques que vous voulez recueillir et la qualité de celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux évaluations de la CNEDIMS dès le départ du développement afin de pouvoir évaluer le niveau d'exigence de ces commissions, dans la mesure où il faut donner des données cliniques, mais aussi dans certains cas, lorsqu'on prétend avoir une amélioration du service attendu très importante, des données médico-économiques. Et ça aussi, ça se pense dès le départ et dès la conception des études cliniques, donc bien avant en fait le marquage CE, si c'est possible. La prise en charge à l'hôpital, lorsque c'est compris dans le forfait d'hospitalisation, donc il n'y a pas de procédure d'évaluation supplémentaire par la Haute Autorité et pas de tarification spécifique par le CEPS. L'accès au marché est rapide après le marquage CE. Toutefois, il y a une évolution qui est circonscrite à un petit nombre de produits. C'est que certaines catégories de dispositifs médicaux définis par arrêté doivent être inscrits sur une liste qui s'appelle la liste intra-GHS. Et c'est une mesure de sécurité pour certaines catégories très spécifiques. Il y a aujourd'hui un petit nombre de catégories sur cette liste, notamment les valves cardiaques, les défibrillateurs cardiaques et des implants endocrâniens, si je ne m'abuse. Enfin, le dernier mode d'inscription, c'est si le coût d'un dispositif médical ne permet pas qu'il soit financé par les GHS, l'inscription dérogatoire dont je vous parlais tout au départ, la liste en sus, qui est aujourd'hui réservée à des produits qui sont souvent très coûteux et en fait dont la répartition au sein des séjours ne permet pas une prise en charge homogène et s'ils n'étaient pas inscrits sur cette liste où on les paye à l'euro, les établissements ne pourraient pas les financer.
Donc là aussi, lorsqu'on s'adresse à des établissements hospitaliers, donc il faut se poser la question, c'est est-ce que mon dispositif médical est pris en charge au sein des tarifs, donc des GHS, ou peut-il être pris en charge en sus? Il est intéressant de regarder la liste des produits qui sont déjà pris en charge en sus pour pouvoir se projeter un petit peu et voir si ça rentre plus ou moins, sans pour autant se censurer, parce que comme je vous l'ai expliqué au départ, il y a tellement de produits différents et tellement de choses complètement à l'opposé les unes des autres qu'il faut quand même se poser toutes les questions jusqu'au bout. Est-ce que mon dispositif médical fait partie de ces quelques catégories qui doivent faire l'objet d'une évaluation intra-GHS? Donc cette liste, elle est sur le site du ministère de la Santé. Il y a assez peu de catégories, il y en a 3 ou 4, donc c'est assez rapide de voir si on doit répondre à cette évaluation. Et enfin, est-ce que les tarifs des groupes homogènes que je vise permettent de prendre en charge le prix du dispositif médical? Pour ça, donc du coup, il faut s'intéresser au système d'information hospitalier, un petit peu regarder les tarifs moyens, quels sont les types de patients auxquels s'adresse mon produit et dans quel type de séjour mon produit peut-il être utilisé et susceptible d'être utilisé. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a les tarifs, on peut regarder si le prix cible que vous visez pour la commercialisation de votre produit pourra être absorbé par le tarif, sachant que le ratio qui est utilisé par les autorités, c'est d'environ 30% du tarif. C'est-à-dire qu'il faut que votre produit son tarif soit supérieur à 30% du tarif moyen de la prise en charge pour qu'on estime que ce n'est pas vraiment absorbable. Alors, le dernier type d'accès au marché est celui de l'inscription d'un acte. C'est un processus qui est malheureusement, parce qu'il est complexe et pas extrêmement bien cadré au niveau des délais, indispensable pour l'accès au marché de la quasi-totalité des dispositifs médicaux, parce que c'est tous ceux qui nécessitent l'intervention d'un professionnel. Donc, typiquement, tous ceux qui sont directement liés à une intervention chirurgicale, le dispositif médical est inclus dans l'acte. Donc si le dispositif médical associé à l'acte est éligible à la liste des produits et prestations. Donc là, on parle par exemple d'un dispositif médical pour une intervention chirurgicale, que l'acte n'existe pas. Eh bien, je vais reprendre l'exemple du cœur artificiel. Aujourd'hui, évidemment, il n'est pas sur le marché puisqu'il est en phase d'essai clinique, mais si jamais il venait à arriver sur le marché et qu'on voulait l'inscrire sur la liste des produits et prestations, et vu son prix, c'est probable qu'il soit éligible à la liste en sus et donc à cette liste. Il est évident que l'acte n'existera pas, puisque c'est un acte vraiment complètement spécifique à la pose de ce produit. Et donc, à ce moment-là, vu que le dispositif est éligible à la LPP, la Haute Autorité de Santé se saisira elle-même de l'acte pour l'évaluer et le proposer au remboursement conjointement au dispositif médical. En revanche, si le dispositif médical n'est pas éligible à la LPP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, seule l'UNCAM elle-même peut se saisir de l'acte et dire cet acte, je l'ai repéré, il est important pour la prise en charge, la Haute Autorité de Santé doit l'évaluer, ou bien c'est une société savante qui estime que son acte n'existe pas et doit être remboursé et qui va déposer un dossier à la Haute Autorité. En aucun cas, dans cette situation, l'entreprise ne peut être actrice. Et c'est assez compliqué parce que, pour autant, il y a un dispositif médical qu'un fabricant a développé qui est inclus dans la procédure et qui pourrait aussi amener des éléments probants pour son inscription. L'évaluation de l'acte par la Haute Autorité est une condition nécessaire mais pas suffisante, puisqu'ensuite, il faut que cet acte soit hiérarchisé et tarifé par l'UNCAM. C'est une procédure qui est extrêmement longue, qui est quasiment supérieure à 3 ans et qui est très opaque pour les entreprises parce que en fait la hiérarchisation et la tarification font l'objet d'abord d'une phase très technique qui est effectuée par les services de la CNAM, ce qui est vraiment d'instruction de l'acte, mais ensuite d'une négociation avec les professionnels de santé au sein de la commission de hiérarchisation des actes professionnels, la CHAP. Et donc ce sont les médecins qui eux-mêmes doivent négocier entre eux pour hiérarchiser et tarifer les actes. Et c'est une négociation qui est souvent extrêmement complexe et qui aboutit rarement, il faut bien le dire. Donc, du coup, c'est ce qui explique des délais vraiment extrêmement longs et sur lesquels l'entreprise n'a en plus aucune visibilité. Alors, au niveau des types d'évaluation nécessaires, donc le marquage CE, comme je l'ai dit, c'est un prérequis. Pour ce qui est suffisant pour certains types de dispositifs médicaux, les descriptions génériques ou dans les GHS. L'évaluation strictement technique peut être utile pour certains types de produits. On pense aux pieds à restitution d'énergie, qui sont des produits sur lesquels pour lesquels on peut obtenir un remboursement uniquement avec des spécifications, des évaluations complètement techniques. Ce sont les organismes compétents qui généralement réalisent ces évaluations. L'évaluation clinique est une exigence de plus en plus importante sur lesquelles les essais cliniques doivent être spécifiques du dispositif médical. Le niveau de preuve est
demandé par la Haute Autorité est important. Ces essais doivent être le plus possible comparatifs. C'est-à-dire que pour la Haute Autorité, un essai acceptable est un essai comparatif. Ils acceptent néanmoins que dans certains cas, et pour le dispositif médical, c'est assez fréquent parce que c'est souvent pas éthique en fait de faire quelque chose de comparatif. Mais pour eux, le gold standard, c'est quand même l'étude comparative. Donc si c'est possible dans le design du produit au départ, il faut essayer de faire une étude comparative pour pouvoir accéder au remboursement. C'est vraiment un des sésames les plus importants. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et dans ce cas-là, il faut prévoir les arguments pour le justifier. L'évaluation clinique est dévolue à l'ACNEDIMS au sein de la Haute Autorité de Santé. L'évaluation médico-économique, c'est une nouvelle exigence depuis 2012 pour l'inscription des dispositifs médicaux qui sont innovants et qui ont un impact sur les dépenses de l'assurance maladie. Donc pour que cette évaluation soit exigée, il faut 2 éléments. Il faut que le fabricant revendique une amélioration du service attendu qui est importante, majeure, c'est-à-dire les améliorations 1, 2, 3. Et là, il peut commencer à être éligible à la médico-économie. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il ait un impact sur les dépenses d'assurance maladie qui soit estimé important par la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, cet impact, il est estimé par une prévision de chiffre d'affaires pour le produit qui dépasse 20 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est un gros montant. Donc la plupart des dispositifs médicaux, en fait, ne sont pas éligibles aujourd'hui à l'évaluation médico-économique. Enfin, il y a un certain nombre d'autres évaluations qu'il est possible et qu'on imagine d'ailleurs importantes pour des objets connectés, mobiles, etc., qui sont des évaluations organisationnelles, sociétales. Ce sont des évaluations qui semblent pourtant très importantes, mais qui sont peu développées et qui ne donnent pas lieu à une valorisation pour les autorités. Donc à ce stade, elles peuvent être importantes pour démontrer l'intérêt de votre produit, mais il faut savoir que pour l'accès au remboursement, elles seront probablement pas prises en compte. Même s'il y a des pistes d'évolution, que les autorités travaillent à améliorer la prise en compte de ces critères, dont on sent qu'ils deviennent de plus en plus importants avec le temps, ce n'est pas encore le cas. Enfin, il y a un dernier type d'évaluation qui est plutôt après l'accès au marché, qui est l'évaluation a posteriori, qu'on appelle étude post-inscription, mais qui peuvent être des prérequis pour le maintien en remboursement. C'est-à-dire qu'on va accepter que votre produit soit remboursé pour 2, 3 à 5 ans, mais on va vous demander de faire une étude pour affirmer certaines choses, notamment des critères cliniques ou des critères médico-économiques. Et au bout de 5 ans, lorsque interviendra la réévaluation du produit, il faudra être capable de fournir des données qui corroborent les hypothèses de départ pour conserver le remboursement du produit. Alors, il y a une disposition aussi pour rembourser les dispositifs médicaux innovants qui est une disposition dérogatoire qui s'appelle le forfait innovation. Le principe de ce forfait et les conditions d'éligibilité sont décrits au L165.1.1 du Code de la Sécurité sociale. C'est une prise en charge qui est dérogatoire et transitoire, qui s'adresse à un dispositif médical ou un acte innovant et qui est susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique. C'est bien l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on peut venir pour le forfait innovation avec un dispositif de rupture clinique, c'est-à-dire qui apporte vraiment quelque chose de révolutionnaire au niveau clinique, mais également avec un dispositif qui apporte une rupture d'organisation et donc qui a un impact économique. C'est-à-dire que si votre dispositif il change radicalement l'organisation des soins en facilitant le travail de tous les professionnels, en limitant un certain nombre d'actes ou de consultations et qu'il a un impact médico-économique fort, il est aussi éligible au forfait innovation. C'est vraiment l'un ou l'autre, voire les deux, mais bon, c'est moins fréquent. Le produit doit également répondre à une définition assez précise de l'innovation. Donc il y a 4 conditions. D'abord, c'est la nouveauté. Il ne faut pas que ce soit une simple évolution technique des technologies existantes dans les indications revendiquées par le produit. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit en phase précoce de diffusion. Ça ne doit pas relever d'une prise en charge et ça ne doit jamais avoir été pris en charge par la collectivité dans les indications revendiquées. On parle vraiment de quelque chose qui arrive, qui est une rupture. Par ailleurs, il faut que les risques liés à l'utilisation aient été caractérisés. En gros, il faut juste expliquer que votre dispositif n'est pas dangereux. Donc, il faut qu'il y ait le minimum de données cliniques qui prouvent qu'il n'y a pas de danger pour le patient. Enfin, l'objectif, c'est donc du produit, c'est soit d'apporter un bénéfice clinique important, soit de réduire les dépenses de santé. Ce forfait innovation, il est accordé sous condition de réalisation d'une étude clinique ou médico-économique pertinente et comparative. Comme je vous le disais, c'est très important aujourd'hui pour la Haute Autorité que les études soient comparatives. Et donc, de fait, pour le forfait innovation, à part impossibilité complète, il est impératif, il n'y aura pas d'éligibilité si l'étude proposée n'est pas comparative. L'étude doit aussi permettre de colliger l'ensemble des données critiques manquantes pour une évaluation de droit commun. C'est vraiment un forfait qui a été prévu pour faire une transition, c'est-à-dire que pour donner un accès précoce, il va d'abord y avoir donc le financement de l'étude clinique ou médico-économique et ensuite, dans un second temps,
il va y avoir une phase où les patients pourront continuer à bénéficier de la technologie dans l'attente de l'évaluation de ces données cliniques et d'un éventuel accès au droit commun. Donc l'idée, c'est vraiment que la prise en charge ne cesse pas et que si le produit démontre réellement les hypothèses de départ et que son bénéfice est aussi probant qu'au départ, eh bien, on puisse directement le prendre en charge en droit commun avec toutes les données qui étaient manquantes au départ. Le remboursement des dispositifs médicaux, comme vous l'avez compris, il est assez complexe. Et qui plus est, en plus d'être complexe et d'être multicritériel, il est en constante évolution depuis 15 ans. Donc les procédures d'accès au remboursement varient selon plein de situations différentes que je vous ai déjà décrites avant, donc je vais pas les reciter. Les exigences de données sont différentes selon les procédures, donc il faut vraiment prévoir le parcours de son dispositif médical au départ, hein, je le répète, mais c'est vraiment clé pour parvenir à un remboursement dans des délais acceptables et qui permettent de développer l'entreprise et de donner accès aux patients, surtout à l'innovation en question. Donc il faut vraiment bien prévoir le type de données dont on a besoin. Des délais, comme je vous l'ai dit, notamment pour les actes, qui sont parfois très lents et qui ralentissent l'accès au marché de façon importante. Donc il faut quand même s'accrocher pour que ça fonctionne. Et surtout qui rendent très difficile la prévisibilité pour l'industriel qui développe le produit. Et le système vraiment a été modifié. Je vous ai parlé de l'intra-GHS qui a été créé en 2012, du forfait innovation qui existe depuis quelques années, qui est vraiment mis en place depuis 1 an. Enfin vraiment, chaque année a son lot d'innovation dans l'accès au marché. Donc pour les entreprises, c'est vraiment important de se mettre en position de connaître l'environnement, à la fois les structures d'évaluation et de tarification que sont la Haute Autorité de Santé, ses commissions spécialisées et le Comité économique des produits de santé, mais aussi toutes les structures d'aide à la recherche clinique et économique. Hein. Il y en a au niveau régional, il y en a au niveau national, mais il faut apprendre à les connaître parce que ça peut être un vrai atout pour mieux développer. Et les organisations professionnelles qui peuvent apporter un soutien, donner des contacts et qui sont aussi des atouts pour le développement. Et tout ça pour anticiper en fait les exigences de données cliniques, de données économiques et permettre un accès au marché plus serein, plus efficace. Donc il y a donc pas mal de questions qu'il faut se poser. Je vais un petit peu les redire. Où mon DM va être utilisé, ville, hôpital, l'usage individuel, l'éligibilité à la liste des produits et prestations, description générique ou pas, est-ce que je réponds aux spécifications techniques, est-ce que je suis capable de prouver la conformité, est-ce que j'ai des données cliniques suffisantes pour prétendre à une inscription en nom de marque avec la méthodologie, si mon dispositif est utilisé à l'hôpital, il faut regarder un petit peu les tarifs dans lesquels il va être utilisé et est-ce que c'est absorbable, donc, et à contrario, si c'est pas absorbable, est-ce que je pourrais être pris en charge en sus. Et surtout, enfin dernière question, est-ce qu'il y a un acte qui est nécessaire pour son utilisation et que je me mets donc dans le processus acte qui est un petit peu plus complexe. Et la e-santé dans tout ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai décrit, c'est le processus d'accès au marché des produits tel qu'il est aujourd'hui et qu'il a été conçu il y a déjà un certain nombre d'années et donc il n'y avait pas beaucoup de e-santé au moment où ça a été conçu et il faut bien dire que ce processus n'est pas vraiment adapté à la e-santé. Il n'y a pas de dispositif spécifique de remboursement des solutions de e-santé. Il y a un certain nombre de financements en revanche qui sont envisagés dans les expérimentations des activités qui relèvent de la télémédecine. Alors c'est l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. C'est assez borné, donc ça définit bien ce qui rentre dans ces expérimentations. Alors c'est téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale et régulation médicale. On voit bien que là-dedans, il y a vraiment un sujet professionnel de santé et pas trop de sujets objets. Enfin, même si on sent bien que derrière il y a des objets, dans les définitions qui sont données là, c'est vraiment l'action du professionnel qui est prise en compte dans les expérimentations télémédecine. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus l'angle le plus évident d'approche pour financer les produits, mais néanmoins c'est un angle qu'il ne faut pas négliger parce que dans certains cas ça peut être pertinent. Donc il faut regarder les cahiers des charges qui sont correspondants à différents types d'expérimentations. Pour donner un exemple, je vais parler de la télécardiologie. Alors c'est un exemple qui n'est pas très encourageant, mais qui permet de bien se rendre compte des difficultés de l'accès au marché pour les solutions pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas vraiment d'équivalent. Donc la télécardiologie, c'est adapté aux stimulateurs cardiaques et aux défibrillateurs cardiaques. Donc c'est des dispositifs médicaux qui sont implantés dans le patient, mais qui peuvent néanmoins communiquer des données. Le patient, une fois qu'il a été implanté, il rentre au domicile et il a, avec son stimulateur ou son défibrillateur, un transmetteur qui va collecter des données. Ces données vont être envoyées vers un serveur sécurisé qui appartient à l'industriel qui commercialise le stimulateur ou le défibrillateur.
Ces données vont être versées à une application web qui sera mise à disposition des professionnels de santé, que sont les médecins, qui vont pouvoir configurer l'application pour obtenir les données qui les intéressent et évaluer en fonction de chaque patient la nécessité d'utiliser telle ou telle donnée, et qui va évaluer le rapport que l'application web va lui envoyer. La télésurveillance, ensuite, elle peut être aussi spécifique à un moment donné, et le médecin peut se poser la question de, voilà, à ce moment-là, j'utilise mon... Mais derrière tout ça, il y a toute la structure mise en place par l'industriel, et qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un support téléphonique pour les patients, pour toutes les questions techniques, pour les questions qui se poseraient, et un support téléphonique pour les professionnels de santé, pour que l'utilisation de l'application en question soit la plus fluide possible, qu'ils soient capables de l'utiliser pour le meilleur intérêt de leurs patients et qu'il n'y ait pas de bugs. On voit bien avec tout ça qu'il y a énormément d'acteurs qui sont pris en compte. Malheureusement, tout ça n'est pas pris en charge de façon homogène avec un beau forfait qui prendra tout en charge. Les défibrillateurs cardiaques eux-mêmes sont pris en charge au sein des tarifs des GHS. Donc, ils sont inclus dans les tarifs parce qu'ils ont été radiés de la liste en sus depuis quelques années, et donc ils sont financés dans les établissements de santé dans un forfait de prise en charge. Les systèmes de télésurveillance qui sont associés et qui sont même partiellement à l'intérieur du défibrillateur lui-même sont inscrits également sur la liste en sus via un bonus qui est ajouté au prix initial du défibrillateur. Mais c'est un petit montant qui est unique, qui est versé une fois à l'établissement de santé et qui permet donc à l'établissement de santé de rétribuer le fabricant une fois pour l'achat du transmetteur. En aucun cas, ce petit montant ne permet de payer au fabricant l'hébergement des données, son support téléphonique pour les patients, son support téléphonique pour l'industriel. Enfin, l'ensemble de la structure qu'il a mis en place n'est pas réellement rémunéré par ce qui existe. La prestation de télésurveillance, donc assurée par l'industriel, donc ce dont je vous parlais, transmission des données, hébergement, gestion des alertes, n'est pas rémunérée aujourd'hui. Il y a pourtant un dossier de demande d'inscription qui a été déposé pour la LPP, qui a été évalué par la Haute Autorité de Santé, qui a donné un avis favorable et une amélioration du service attendu de niveau 4, donc mineur, en juillet 2013. Et le comité économique examine le dossier depuis novembre 2013 et ne parvient pas à établir un modèle qui soit d'après eux pertinent, notamment parce que la Caisse nationale d'assurance maladie n'arrive pas à travailler sur la dématérialisation de la facturation. Est-ce que vous vous rendez bien compte qu'à aucun moment l'industriel qui s'occupe de télécardiologie n'est au lit du patient ? C'est-à-dire que tout ça se passe de façon dématérialisée. Et c'est le propre des objets connectés, des applis mobiles, etc. La mise à disposition ne nécessite pas forcément de celui qui propose l'objet de se retrouver au lit du patient et d'avoir sa carte vitale et de facturer. Donc il faut aussi inventer cette façon moderne de transmettre les données entre l'assurance maladie et les professionnels pour qu'une facturation soit possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet. De la même façon, l'acte médical de télésurveillance n'est pas rémunéré non plus. Donc les professionnels qui aujourd'hui pratiquent ces actes, et ça leur prend du temps, c'est un réel plus au niveau de l'expertise, ne sont pas rémunérés. Et donc il y a eu 2 demandes de création d'actes depuis juin 2011. Donc vous voyez quand même, on est en 2016. Quand je vous disais que les délais étaient longs, c'est une réalité quotidienne pour l'ensemble des professionnels et des fabricants de dispositifs médicaux. Et donc ces deux actes aujourd'hui sont toujours pas rémunérés. Ils sont en cours de tarification par la Caisse. Donc, je vais conclure avec un petit Shadok qui explique bien qu'il faut essayer beaucoup pour parvenir à faire rembourser ces produits, et notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de définition aujourd'hui de ce qu'est la e-santé, de la façon dont on peut prendre en charge des produits un peu innovants, un peu différents. Donc, je pense à l'ensemble des acteurs, tous ensemble, de travailler à des modèles pour que demain, on ne soit pas dans cette situation et qu'on arrive à prendre en charge ces produits qui sont clairement l'avenir et qui sont largement développés pour les dispositifs médicaux. Je vous remercie beaucoup.